Bien, tout d'abord, je voulais vous remercier toutes et tous d'être présents pour ce moment d'échange sur le partage de la décision, le leadership des femmes, le rôle des réseaux professionnels féminins en Méditerranée et pour le lancement de TOGAP Méditerranée dans le cadre du Festival d'engagement citoyen de Génération Égalité Voices 2021 organisé par ONU Femmes France. Je voudrais tout d'abord commencer par vous donner un mot sur le contexte général de notre initiative. Comme on le sait, et c'est démontré depuis longtemps, aucun grand défi mondial, qu'il soit politique, économique, social, culturel ou écologique, ne sera relevé sans la participation effective des femmes à la prise de décision, que ce soit dans les entreprises ou dans les administrations publiques. On sait qu'un égal accès des femmes et des hommes à la gouvernance accroît la performance des organisations et améliore la qualité de la décision publique. Et si on veut accroître l'effet de levier positif des mesures qui sont prises en ce moment pour surmonter la crise qui est due à la Covid-19, on sait qu'il est important de mettre l'égalité femmes-hommes au cœur des politiques de relance. Et la raison pour laquelle on n'avance pas sur ce point particulier de l'égalité femmes-hommes, qui est celui de la place des femmes dans les lieux de décision, c'est parce qu'il s'agit du partage du pouvoir, du partage de la gouvernance. Et cette absence dans le partage de la décision a pour effet direct, on l'entendra tout à l'heure, notamment de la première table ronde, ça a pour effet direct que les attentes du corps social dans son ensemble ne sont pas vraiment pleinement prises en compte. Et le fait de ne pas pouvoir bénéficier de l'ensemble des talents d'une société pour élaborer une décision, eh bien, ça la prive d'un potentiel que certains rapports internationaux ont évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Favoriser donc le plein accès des femmes à la décision, c'est en fait un enjeu de société, c'est un enjeu d'intérêt général qui dépasse le strict cadre de l'égalité professionnelle. Et à cet égard, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'une question qui ne concerne uniquement les femmes favorisées, comme on peut l'entendre parfois. Une grande partie des femmes qui sont dans les réseaux professionnels féminins sont déjà dans des postes de décision et ces réseaux œuvrent pour les générations à venir et pour l'intérêt général. Alors avant de commencer ce webinaire que nous organisons conjointement avec la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée, je voudrais vous dire un mot de TOGAP, le collectif que j'ai l'honneur de présider depuis quelques mois. TOGAP, c'est Gender and Governance Action Platform. Et c'est précisément dans la perspective d'intérêt général dont je viens de vous parler que nous avons décidé il y a un an de réunir les réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs publics et privés pour œuvrer ensemble sur un point qui entraîne et conditionne tous les autres, c'est le partage de la décision, c'est le partage de la gouvernance entre les femmes et les hommes. Et ce collectif, en quelques mots, est très spécifique et porte plusieurs innovations parce que d'une part, il réunit les réseaux professionnels, c'est-à-dire les réseaux qui œuvrent à l'intérieur des organisations. Ils ne font pas un plaidoyer externe, ils sont à l'intérieur des entreprises et des administrations pour faire bouger les choses au sein de ces organisations. Un deuxième point spécifique, c'est que ces secteurs professionnels sont traditionnellement séparés, le public et le privé, et nous avons délibérément choisi de rassembler ces deux univers professionnels parce qu'il s'agit justement d'un enjeu de société et pas d'un enjeu de statut, et que le partage de la décision, il se pose dans les mêmes termes partout. C'est une question qui se pose de façon systémique. Un troisième point, c'est que nous sommes constitués depuis quelques mois en association. Nous sommes un collectif à vocation mondiale. On a lancé la branche française de ce collectif il y a un an. On a lancé la branche Afrique il y a 2 mois. Et on lance aujourd'hui le développement du réseau TOGAP en Méditerranée. Et le lancement mondial aura lieu le mois prochain dans le cadre du forum Génération Égalité. Pour conclure, un mot rapidement sur le modus operandi de notre collectif. Nous agissons comme une ressource pour nos organisations, les entreprises comme les administrations, une ressource pour les pouvoirs publics et pour les gouvernements, parce que la force de nos réseaux, c'est la combinaison de 2 choses. D'une part, une immense compétence professionnelle sur tous les sujets qui permettent de répondre à toutes les questions et faire des propositions, et d'autre part, la capacité par ces réseaux de vérifier sur le terrain les propositions que l'on fait et la validité de ces propositions. Donc, c'est une capacité à démontrer par l'expertise et par la validation de terrain qu'on parvient
à convaincre et à accélérer le rythme d'accession des femmes à la décision. Et ce mode opératoire est absolument duplicable dans tous les pays, puisqu'il s'adapte à la configuration spécifique de chaque pays. Et c'est pour cette raison qu'on propose à tous les réseaux professionnels féminins, aussi bien des secteurs publics que privés, de partager avec nous ce mode de fonctionnement qui est efficace, simple et constructif. Voilà, nous vous proposons donc aujourd'hui d'échanger sur ces sujets, en particulier sur 2 points. Ça fera l'objet donc des 2 tables rondes. D'une part, l'identification des obstacles à la place des femmes dans la gouvernance et l'identification des obstacles qui se posent aux femmes dans les positions de leadership et l'identification de solutions possibles. Et un deuxième moment pour la 2e table ronde sur le rôle des réseaux professionnels féminins. Et nous conclurons par le lancement de la plateforme Méditerranée de Tougarde. Et comme le festival d'ONU Femmes France nous y engage, nous aborderons bien sûr ces 2 sujets sous un angle transgénérationnel. Nous sommes ensemble pour 1h30 et je laisse la parole à Soukaina Bouraoui, vice-présidente de la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée et directrice générale du CAOTAR, qu'on ne présente plus, mais qui va elle-même partager avec moi ces quelques mots d'introduction. Soukaina, la parole est à toi. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. C'est la première fois que ma montre a un problème et que mon PC a eu un problème aussi pour me connecter. Et Dieu sait que je suis en virtuel. Bon, je ne vais pas vous dire le nombre d'heures par jour. Alors là, je crois que tout s'est réglé, puisque vous m'entendez, que vous me voyez. J'ai l'honneur et le plaisir d'être avec vous et je connais pas mal d'entre vous, donc c'est vrai qu'à force de travailler en Méditerranée, sur la région MENA, avec les femmes, depuis longtemps, on commence à se connaître les unes et les autres. Et aujourd'hui, moi j'ai eu plusieurs casquettes, mais la casquette d'aujourd'hui, c'est la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée que j'ai le plaisir de présenter, étant, d'après moi, et d'après ma longue expérience, quelque chose qui est un peu unique. Je pense qu'elle est unique d'abord parce que elle ne travaille pas pour elle-même. En fait, la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée, moi, je la qualifierais comme étant un facilitateur supranational, en étant réellement avec 3 pieds, comme les bons tabourets qui ne se cassent pas. Ce qu'on aimerait, c'est fédérer, et puis produire, et puis être sur le terrain, et donc agir. Fédérer, et pour moi, c'est ma façon à moi de présenter les choses, bien que nous avons un tronc commun et chaque vice-présidente ou présidente ou membre de la Fondation présente les grandes constantes. Mais pour moi, notre rôle principal, c'est la fédération. Parce que finalement, les enfants que nous contribuons à naître, eh bien, c'est exactement le bon exemple des 2 GAP. Pour moi, ce que fait Nathalie, elle aurait pu le faire sans la Fondation, mais je crois que c'est un petit enfant de la Fondation. Et mon rêve, c'est qu'il y ait d'autres réseaux comme celui-là. Alors, le réseau de Nathalie, c'est un réseau de professionnels. Ça peut être les banquières, ça peut être les commerçantes, les entrepreneurs, les chercheurs. Enfin, c'est un réseau de professionnels, donc ça balaye assez large. Mais nous avons déjà, avant même que Nathalie n'ait cette idée géniale de faire un réseau de professionnels, nous avions déjà fait l'exercice, puisque notre naissance même est consubstantielle à un réseau de chercheurs de recherche qui s'appelle le RUSMEG. Et donc, nous avons déjà un réseau de chercheurs, de femmes chercheurs sur le genre. Et donc, notre vocation, ce n'est pas simplement de fédérer parce qu'on s'aime bien et qu'on va faire une action une fois, mais c'est vraiment de donner naissance à des réseaux qui peuvent ne pas être des associations,
qui peuvent ne pas être des entités formelles. Et je crois que c'est ça l'innovation. On peut être des groupes professionnels ou interprofessionnels et puis s'entraider les unes et les autres. Et évidemment, imaginez dans 5 ans, par exemple, comme moi je suis très jeune, je vois toujours à très long terme, imaginez que dans 5 ans, il y ait 4 ou 5 de, comment tu appelles ça, GAP ou GAP? GAP, hein? C'est GAP. 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 On réduit les gaps. Le monde selon GAP, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, hein? Le livre qui avait fait sensation à l'époque, dans les années 70. Alors, 2 GAP, imaginez qu'il y ait 5 fois 2 GAP dans des domaines différents, des artistes, des cultures, des choses comme ça, des fonctionnaires publics, des choses comme ça, mais des choses un peu plus spécialisées. Donc, moi, je pense que c'est ça le but de la Fondation, et elle pourrait donner naissance à ce genre d'enfants, naturels ou adultérats ou légitimes, vous savez qu'on ne fait plus la différence. Et puis la deuxième chose, c'est de produire, parce que c'est vrai, c'est bien d'être ensemble, mais il faut produire des choses. Alors nous, on a commencé par produire, nous étions très ambitieux. Nous avons dit, notre fondation est à Barcelone, du coup je vous dis que la fondation a un siège à Barcelone, à l'IEMED, qui a une très longue histoire méditerranéenne, des études méditerranéennes, qui est logée à 2 pas de l'UPM, de l'Union pour la Méditerranée. Donc, normalement, on est dans un centre stratégique et nous pouvons produire de la recherche, de la documentation, mais surtout produire des modèles qui font que si un modèle réussit dans un des pays de la Méditerranée, on peut nous l'exporter ailleurs. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Et nous étions ambitieux parce que nous voulions être un petit peu la voix de la société civile, je ne vais pas dire les rapports de l'ombre, mais un peu la voix de la société civile qui allait suivre les grandes conférences ministérielles. Et nous avons produit et publié un premier rapport, nous avons travaillé sur un deuxième rapport, et puis on n'a pas fait le troisième rapport. On n'a pas fait le troisième rapport parce que, comme vous le savez, il faut toujours un petit peu d'argent. Et nous, on n'a pas un bienfaiteur particulier. Nous allons à la recherche des uns et des autres, comme tout le monde, comme n'importe quelle petite association en fait. Mais ce n'est pas facile pour une fondation qui a le nom fondation, donc on est plutôt en train de nous demander de l'argent. Et quand on nous demande de l'argent, on leur dit, mais nous aussi on cherche de l'argent, mais on cherche de l'argent pour nous tous. Et donc voilà, on est une très grande fondation avec beaucoup d'ambition, avec pas beaucoup de moyens. Mais je suis sûre que ça va venir, les moyens, parce qu'un jour, on se rendra compte de la place stratégique d'avoir cette fondation qui réunit des femmes du nord de l'Europe du Sud et de toute la Méditerranée, et pas seulement de la région MENA. Donc, je crois que l'avenir est pour nous. Et puis, le troisième pôle, le troisième pied du tabouret, c'est vraiment l'action. Et alors, nous, contrairement à ce qui aurait pu être attendu de nous, qui sommes plutôt dans le supranational, eh bien, nous avons choisi de travailler dans le très local. Parce qu'on s'est dit, justement, les grandes associations, les grandes fondations travaillent au niveau supra, au niveau international, au niveau mondial, au niveau global, au niveau méditerranéen. Mais nous, on sait, surtout avec les objectifs de développement durable, que le vrai changement, il faut le vérifier. Pour qu'il y ait un changement qualitatif au niveau global, il faut qu'il y ait une compréhension de ce qui se passe au niveau très local. Et nous avons le troisième pied du tabouret, c'est agir. Et agir au niveau local. Et nous avons créé ce concept auquel je tiens énormément qui s'appelle le pôle local. Un pôle dynamique au niveau très local. Ça peut être au niveau d'une municipalité, par exemple, et où nous mettons les acteurs ensemble. Mais on les met ensemble pour aboutir à une action de développement très particulière. Et ce que nous cherchons, c'est que 3 pays, par exemple, mettent la même action en même temps, en parallèle. Ça peut être quelque chose qui se fait à Marseille ou à Barcelone, quelque chose qui se fait à Beyrouth et quelque chose qui se fait à Casa. Et voilà 3 actions qui se font en parallèle avec la même logique. Et puis, on voit un peu ce qui se passe. Et si ce qui se passe a la même constante, on retrouve les majeurs
de cette action, ça veut dire qu'on peut la dupliquer partout, là où la fondation de l'Euro-Méditerranée peut avoir sa place. Et donc, voilà, avec nos trois grands axes, voilà comment nous travaillons. Nous sommes on appelle ça, j'adore en Espagne, des patronnes. Nous sommes les patronnes, Nathalie et moi et quelques autres, les 5 ou 6 fondatrices, on est des patronnes. J'adore ça. Pour une fois, je suis patronne, pas patron, c'est patronne. Et on a une présidente qui s'appelle Madame Fouzia Assouli, que je remplace d'ailleurs parce qu'elle a des problèmes pires que moi de connexion et elle n'a pas pu se connecter. Alors, la Fondation des femmes de la Méditerranée a une plateforme, pardon. Soukaina, oui, je me permets juste de t'interrompre parce qu'on va devoir passer à la première table ronde. Oui, j'ai terminé dans une demi-minute. Alors, on a quand même des entrées très particulières que vous trouverez dans notre site. On a une plateforme dans laquelle il y a toutes les personnes et les associations qui sont inscrites. Et on a énormément de membres, des milliers de membres inscrits, et on vous invite à vous inscrire pour celles qui ne le sont pas. On a un observatoire qui observe ce qui se passe un peu dans ce monde, cet espace euro-méditerranéen, géographique, géopolitique, j'allais dire. Et puis, on a la recherche à travers le réseau premier, originel, qui s'appelle le RUSMEG, dont la présidente est Madame Zora Mesghali, qui est une chercheure marocaine, et grâce à laquelle et grâce à ce réseau, nous faisons aussi de la recherche nous-mêmes. Et notre recherche, c'est surtout des écoles doctorales à l'intention des jeunes doctorants de l'espace du sud de la Méditerranée, avec des doctorants qui viennent aussi de l'espace du nord de la Méditerranée. Voilà un peu, disons, l'essence de la fondation. Évidemment, nous avons un site que Nathalie a dû distribuer à tout le monde, où vous pouvez le trouver très facilement, fondationeuroméditerranée.org, et vous allez trouver tous les détails dont je n'ai pas parlé. Et je vous remercie énormément, et surtout, je m'excuse d'avoir atterri un peu tard dans ce Zoom. Merci beaucoup, Soukaina. On va passer tout de suite à la première table ronde que tu nous fais l'honneur de modérer. Alors, moi, j'aurai le rôle tout à fait désagréable de la gardienne des horloges. Et comme nous avons 2 tables rondes et qu'on doit se quitter à 14 heures, voilà, nous avons 30 minutes devant nous pour cette première table ronde. Je te laisse donc la parole, Soukaina, pour la modérer. Oui, alors moi, Nathalie m'a demandé de modérer la table ronde, et puis après, elle m'a demandé d'introduire la table ronde, ce qui est 2 choses absolument différentes. Alors moi, je vais introduire et je vais laisser les intervenants se présenter. Parce que quand j'ai lu leur CV, j'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire que moi, je me suis dit, mais j'ai là des femmes tellement formidables. D'ailleurs, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Saber Korm, je ne la connaissais pas avant. Et les autres, je les connaissais. Et je me suis dit, mais il y a peut-être des choses qu'elles n'ont pas écrites et qu'elles vont peut-être nous dire. Alors moi, je vais juste introduire la table ronde. Alors, Nathalie nous a demandé de parler des obstacles. Moi, j'aimerais qu'on parle des opportunités. Les opportunités, évidemment, il faut connaître les obstacles déjà pour connaître les opportunités. Mais les opportunités, c'est le fait que nous soyons ensemble aujourd'hui. Et si nous sommes capables d'être ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous sommes capables, nous, femmes, de créer les opportunités. Alors aujourd'hui, dans cette table ronde, il y a des femmes de l'administration publique, notre amie Latifa, n'est-ce pas? Et nous avons des femmes du secteur privé. Et moi, les obstacles, je vais vous dire, ils viennent des 2 côtés. C'est-à-dire, je voudrais rappeler 5 écueils, je ne vais pas dire obstacles, des petits sauts d'obstacles, mais des sauts. Premièrement, c'est l'environnement institutionnel. L'environnement de Latifa, l'environnement de l'administration publique. Parce qu'après tout, nous avons toutes besoin d'un État fort. Et l'État fort, c'est un État qui est gendarme. Hein, il nous dresse des impôts, des taxes, tout ce que vous voulez, mais c'est un État qui doit aussi faciliter. Eh bien, il se trouve que les États, nos États, on ne va pas leur mettre 20 sur 20. Ils sont défaillants concernant l'environnement institutionnel et de politique publique concernant l'économique
empowerment, comme on dit en anglais, des femmes. Les femmes dans notre région, MENA surtout, dans le sud de la Méditerranée, mais un peu aussi dans le sud de l'Europe, on est à la queue, on a le taux le plus bas du monde entier. C'est inacceptable. Et si c'est cela, c'est parce que nos États, nos politiques publiques, notre administration n'est pas assez sensible à la question du genre. Et c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec des 5%, des 3%, des 10% de femmes entrepreneurs, et on se retrouve avec exactement les mêmes taux, des 10%, des 5%, des femmes à la tête de l'administration publique dans les hauts postes de fonction publique. Alors que tout le monde croit que les femmes dans la fonction publique, elles n'ont aucun problème particulier et que tout le monde les respecte. Oui, on nous respecte, mais nous, on ne demande pas seulement d'être respectés, on demande d'être promus et d'avoir nos places exactement comme un homme. Ça, c'est le premier écueil, c'est le premier obstacle, l'environnement institutionnel et de politique publique. Le deuxième, c'est la culture. Bien sûr, c'est lié au premier. Notre culture méditerranéenne n'est pas favorable aux femmes. Et depuis Germaine Tillon, on sait très bien combien on est proche le sud et le nord dans la culture qui n'est pas favorable à la reconnaissance du leadership féminin. D'ailleurs, le mot leadership n'a pas d'équivalent ni en français ni en arabe. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, il faut créer le leadership en français, le leadership en arabe pour que la culture vraiment change. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le troisième écueil, c'est que qu'on le veuille ou pas, et aujourd'hui, les bouches se sont décousues, il y a énormément de violence. Il y a énormément de violence tue. Il y a énormément de violence qui n'est pas perçue par les hommes, mais qui est vécue par les femmes et qui empêche les femmes d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui touche aussi bien la fonction publique que le secteur privé. Et ça vient même des femmes qui sont des chefs par rapport aux femmes qui sont sous-chefs. Donc ça, c'est le troisième écueil. Le quatrième écueil, qui n'est pas un vrai écueil, mais quand même, c'est le nombre. Alors, on a remarqué que lorsque les femmes sont chefs d'entreprise, elles ont moins d'obstacles pour recruter des femmes employées. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement peu de femmes chefs d'entreprise, dans l'absolu, qu'évidemment, il y a peu de femmes qui sont employées, du coup, dans les postes de direction. Hier soir, je regardais un film absolument extraordinaire à la télévision qui s'appelait c'était les premières femmes africaines-noires américaines qui étaient dans la NASA. Soukaina, il faut que tu fasses court, là, excuse-moi. Oui. Alors, voilà, le quatrième obstacle, c'était ça, c'est la culture de la femme employeur. Et le cinquième obstacle, c'est le fait que nous ne sommes pas constitués en réseau. Voilà les 5 obstacles que moi, je considère, pas c'est moi qui considère, c'est que nous avons trouvé à travers l'étude que j'ai faite avec la Banque mondiale sur 5 pays en interrogeant les entrepreneurs et l'étude que j'ai faite pour l'OCDE, l'inventaire des institutions et les 3 rapports que nous avons faits avec l'OCDE qui regroupent un peu ces 5 obstacles majeurs. Alors vous, les 3 qui allez parler, je vous demande s'il vous plaît de vous présenter en étant génial, comme vous avez pu l'être à travers les écrits. Et puis, on donnera la parole à Madame Latifa d'abord et puis ensuite aux 2 autres. Madame Latifa, vous avez la parole. Juste avant, merci Soukaina, c'est pour vous dire que donc on a 20-25 minutes de discussion et les auditeurs et les auditrices peuvent nous poser des questions via la petite fonctionnalité questions et réponses et je me permettrai à l'issue de cet échange de vous faire parvenir les 2 ou 3 questions qui vous seront posées. Vers 20-25, on passera vers 20, on passera aux questions. Voilà. Merci. Très bien. Allez-y, Latifa. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je prends part à ce webinaire. Je remercie énormément Madame Nathalie de m'avoir invitée et de me donner cette occasion de participer avec vous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Alors, je me présente comme c'est exigé. Je suis Benayed Latifa, je suis responsable chargée du dossier genre au sein du ministère des Finances, de l'économie des finances et de la réforme de l'administration, département de la réforme de l'administration.
Je suis aussi coordinatrice du réseau de concertation interministérielle pour l'intégration de l'égalité du genre dans la fonction publique. C'est un mécanisme qui a été mis en place par notre département pour justement l'accompagner dans la promotion de l'égalité du genre dans la fonction publique. C'est un espace, ça a été mis en place par notre ministère avec l'appui de l'ONU Femmes. Comme j'avais dit, pour promouvoir l'égalité du genre dans la fonction publique et notamment l'accès des femmes aux instances de prise de décision. Ce réseau qui a été créé en 2010, déjà 10 ans d'existence, il a été créé en 10 octobre 2010 à l'occasion de la Journée nationale de la femme ici au Maroc. Madame Latifa, il faut que vous réactiviez votre micro. Je le touche, je crois. Voilà. C'est moi. Donc, voilà, je disais que c'est un réseau qui a été mis en place en 2010, 10 ans déjà d'existence. Et c'est un espace de travail, d'échange d'expérience et c'est une force de proposition. Il est considéré comme une bonne pratique au point où il a été dupliqué au niveau de la région MENA. Il y a des réseaux nationaux qui ont été mis en place au niveau de 4 pays, à savoir l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie, et sur la base de cette expérience réussie ici au Maroc. Et là, on a mis en place un réseau régional MENA, regroupant les réseaux nationaux des 4 pays, Maroc, Égypte, Tunisie et Jordanie. On aimerait bien qu'on capitalise sur cette expérience pour peut-être mener des choses ensemble. Le réseau, le réseau, qu'est-ce qu'on a fait? Le récit, donc, comment il est fait, donc, il regroupe tous les points focaux. C'est ça notre force, c'est qu'on regroupe tous les points focaux genre de tous les départements ministériels. C'est-à-dire, avant, de par notre mission aussi au ministère de la fonction publique, on a une mission transversale. Donc, avant de mettre en place des mesures ou des mécanismes, on adopte une approche participative, c'est-à-dire on intègre tous les départements qui mènent avec nous une réflexion avant de proposer ou de mettre en place des politiques publiques qui ne sont pas adaptées à la réalité du terrain. Donc, voilà. Et là, le réseau, permettez-moi de dire que il n'y a pas que la vie en rose. On a passé par des moments très, très difficiles, mais au début, moi, j'aimerais bien le signaler, c'est que tout au début, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est en train de travailler, il a joué un rôle essentiel sur 2 points. La sensibilisation et la prise en compte de l'égalité, parce qu'au début, on ne savait pas c'est quoi, pas ce qu'on savait, mais on ne prenait pas cette question comme une question de grande envergure. On envoyait des lettres de mission à chaque département, à chaque ministre pour qu'il désigne le représentant au sein de ce réseau. Et à ce moment-là, il se demandait à chaque fois, c'est quoi ce réseau, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa mission, quel est son mandat. Et c'est comme ça qu'on a pu, ne serait-ce qu'en demandant au département d'être représenté dans ce réseau, on a sensibilisé le pouvoir public. Et le deuxième point sur lequel on a travaillé, sur la production de données. Depuis 2010, on n'arrête pas de réaliser des études. Pourquoi? Parce que l'erreur que ça arrive, tout le monde, c'est des fois on met des politiques publiques, on met des stratégies qui ne sont pas adaptées aux réalités. On a dit stop, il faut d'abord voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le problème? Pourquoi on n'avance pas? Donc, on a commencé à réaliser des études. En 2012, on a réalisé une étude sur la place des femmes fonctionnaires dans les postes de responsabilité. On a mis une version en 2012 et là, en 2018, on a mis à jour cette étude. On a produit une deuxième étude. Le réseau, justement, il compte à son actif plusieurs études. Il n'y a pas que cette étude, mais la place des femmes en poste de responsabilité, c'était une étude vraiment de base, parce que pour la première fois, parce que grâce à cette étude, on a pu la première fois pointer au doigt les vrais obstacles qui entravent l'accès des femmes en poste de responsabilité. Justement, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Madame Sekeineh, c'est qu'il faut pointer les obstacles. Quels sont les vrais obstacles? Il n'y a pas que la discrimination, il y a d'autres choses qui sont parallèles. Il y a la vie privée qui pèse sur les femmes.
Donc, il fallait mener cette étude pour justement identifier les obstacles et mettre des politiques publiques adaptées. Et chose faite, on a réalisé cette étude, on a délimité les obstacles, et on a même formulé des recommandations pour justement lever ces obstacles. Donc, pour lever ces obstacles et mettre en œuvre ces recommandations, il fallait mettre en place un cadre global. D'où la stratégie. On a élaboré en 2016, après des études, on a mis en place en 2016 la stratégie d'institutionnalisation de l'égalité du genre dans la fonction publique. Donc, je ne sais pas combien j'ai de temps, Nathalie, comme ça pour ne pas trop déborder sur le… 3 minutes, parce qu'il y a encore 2-3 minutes, oui. Encore ben, oui, mais je n'ai pas le temps, vraiment, c'est dommage. Non, mais on reviendra dans la discussion après. Hein. Très bien. Encore 2 minutes et on passe la parole à nos autres amis. Très bien. Oui, donc, on a mis… Excusez-moi, j'avais fermé pour avoir une meilleure connexion. Hein, je suis là. Très bien. Alors, on a mis en place en 2016 la stratégie d'institutionnalisation de l'égalité des genres dans la fonction publique pour justement lever les obstacles qu'on a identifiés dans les études et mettre en œuvre ces recommandations. Cette stratégie qui répond parfaitement aux requêtes tout à l'heure évoquées par Madame Soukaina, cette stratégie elle se décline en 3 axes. Le premier axe qui porte sur la dimension organisationnelle, c'est-à-dire que le premier axe vise à renforcer les mécanismes et les structures qui sont là, qui sont responsables de la gestion de ce dossier. Parce que comment ça se passe dans notre administration? Malheureusement, il n'y a pas des structures qui sont intégrées dans les organigrammes. Il y a juste des cellules, il y a juste des personnes, il y a juste des dossiers. Et quand on n'a pas cette structure intégrée dans l'organigramme, il n'y a pas cette notion de redevabilité. Il y a des personnes qui, du jour au lendemain, il y a le responsable qui rentre en conflit avec la personne, il lui enlève le dossier, il le donne à une autre personne. Chose qu'on ne peut pas faire avec une personne qui est vraiment chargée du dossier, mais d'une manière officielle. Donc, ce premier axe, il met un focus sur cette dimension organisation de la gestion du dossier. Le deuxième axe, il s'agit de revoir tous les textes juridiques régissant la fonction publique, à savoir le statut général de la fonction publique, et de faire une relecture de tous ces textes avec lunettes genre, en vue d'y intégrer, de lever d'abord les discriminations et d'intégrer des mesures qui vont faciliter l'épanouissement de la femme dans son milieu de travail et l'accès des femmes en poste de responsabilité. Et le troisième axe, c'est un axe qui est d'une grande importance, c'est comment promouvoir la culture de l'égalité dans les administrations et, et avoir ces pratiques et ces bonnes pratiques et voilà, pour ancrer cette égalité dans la culture organisation de l'égalité. Vraiment, on a fait des belles choses, mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout évoquer. En fait, Latifa, vous avez répondu à toutes mes demandes. Justement, mais on avait conspiré derrière votre dos. Voilà, donc vraiment, ça me réjouit. Mais les choses, encore une fois, j'ai pas le temps vraiment on a fait des études, on a fait des stratégies extraordinaires. Mais pourquoi cette dynamique soutenue par ce réseau? C'est d'abord question de l'égalité de droit. C'est une question de droit qui est consacrée par notre Constitution. Vous comprenez, il y a 18 articles qui prennent l'égalité dans notre Constitution. Et malgré ça, on fait vraiment bouche cousue, oreille cousue, je ne sais pas comment dire ça. Il y a nos engagements vis-à-vis des ODD, on a la LOF, plus que ça, on a la LOF, la loi organique des finances, qui a institutionnalisé l'approche, c'est-à-dire à travers l'article 39 et 38, qui institutionnalise la prise en compte de la dimension genre dans la programmation et la planification budgétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas allouer à un département un budget sans que ce budget soit sensible au genre. Donc, vraiment, on a fait des belles choses. Mais je termine là-dessus, Madame Nathalie, juste une petite… Madame Latifa. Comment? Alors, malgré tous ces efforts et cette dynamique, les femmes, elles restent ici au Maroc sous-représentées dans les instances de prise de décision.
que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan économique, voilà, politique et économique. On est à peine à 17% de taux de féminisation des emplois supérieurs. C'est un chiffre qui est parlant. Moi, je trouve, je ne sais pas, ça fait des années, ça fait 20 ans d'ailleurs qu'on a initié des projets au sein de la fonction publique. On est à peine à 17%. Ce qui est encourageant, c'est qu'on avance. On ne recule pas, mais avec un petit pas. Ce chiffre, il n'est pas du tout à la hauteur de nos espérances. Tout reste en deçà de nos expériences et de nos espérances. On a réalisé de belles choses, on a fait vraiment des résultats, mais voilà. Madame Latifa, excusez-moi de vous interrompre. On va devoir passer à l'autre intervenante qui va. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Donc voilà, je voulais juste faire un focus sur ça, mais je suis là pour oui, et ensuite les questions et les réponses. Ok, merci. Merci. Soukaina, il faut que tu remettes ton micro. Je pense que notre amie libanaise, Sabah, c'est à elle de se présenter très rapidement et de nous raconter ce qui se passe, toutes les opportunités, pas seulement les obstacles que nous voyons au Liban. D'accord. Alors, je m'appelle Sabah Korm, je suis basée au Liban. Bon, j'ai beaucoup d'années d'expérience. J'ai travaillé en tant que salariée en fait, mais dans les multinationales pendant des années. Donc, j'ai travaillé pour Microsoft, j'ai travaillé pour Nokia pendant des années. Et puis, j'ai tenu des marchés. J'étais le head of marketing pour le Golfe pendant une période, et puis pour MIA, donc Middle East Africa. Donc, j'ai vu beaucoup de cas, j'ai été dans beaucoup de pays, mais à un certain moment, je me suis rendu compte que je voulais passer en entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé par la consultation. Donc, j'ai fait des années de consultation pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, et pour les startups. Donc, je suis aussi également membre fondateur d'une organisation libanaise qui s'appelle WIT. WIT, c'est Women in IT. Donc, vu que j'ai un background technologique, donc avec 11 autres femmes, donc on est 12 femmes, on s'est réunis, on s'est dit il y a un besoin sur le marché libanais pour émanciper un peu les femmes qui travaillent dans la technologie, ou bien même de donner un peu plus de force aux femmes dans l'utilisation de la technologie, surtout dans les régions rurales ou bien dans les villages libanais. Donc, on a fait beaucoup de programmes à ce niveau. On a été dans des régions un peu spéciales, quoi. Et puis, on avait des programmes, même on a fait une sorte d'initiative qui s'appelle Girls Got IT. Donc, c'est pour encourager les jeunes filles dans le secondaire d'opter pour une carrière dans la technologie. Donc voilà, je suis passée en entrepreneuriat et puis en 2018, j'ai fait ma propre compagnie. J'ai eu la chance en fait d'accéder à un accélérateur local financé par le gouvernement hollandais et qui encourage les projets dans l'agroalimentaire. Pas nécessairement les femmes, mais je me suis rendu compte après que dans ces programmes d'accélérateur, il y a beaucoup de femmes. Pardon? Comment il s'appelle l'accélérateur? C'est Agritech et les organisateurs Agritech. Donc, c'est agro et dans la technologie. Donc, c'est Agritech. Et ça encourage toutes les idées innovatrices dans le domaine de l'agroalimentaire et la technologie dans l'agronomie. Dans tout ce qui est food safety, food creation, innovation, tout ça. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup d'accélérateurs à ce niveau qui encouragent les startups. Et en rentrant dans cet accélérateur, je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de femmes. Et moi qui viens d'un background très technique, je sais que c'était je dirais un tremplin pour nous. Je suis avec une autre femme, donc on est deux femmes fondatrices de notre entreprise qui s'appelle Rigino. Rigino, c'est une solution très avancée, software as a service. Donc, on est dans le cloud pour la traçabilité agroalimentaire pour toute la région de Middle East, North Africa, donc la région arabe méditerranéenne.
Si je peux aborder tout de suite un peu, les défis de la femme entrepreneur au Liban, je devrais un peu parler du contexte d'abord. Le Liban, particulièrement, enfin pas comme d'autres pays, on est sorti d'une guerre civile pendant des années, et puis juste après la guerre, on est confronté à une situation économique. Donc vraiment, la situation n'encourage pas vraiment les femmes entrepreneurs parce que l'entrepreneurship n'est pas vraiment un comfort zone, n'est pas une zone de confort pour les femmes. Être salariée, c'est plus facile pour une femme parce qu'elle a son salaire, qu'il y a la guerre ou qu'il n'y a pas la guerre, elle touche son salaire. Et surtout qu'on est dans un milieu méditerranéen oriental. Je ne dis pas seulement méditerranéen, j'insiste sur le côté oriental qu'on a au Liban, où la femme, elle est plutôt femme au foyer, elle est une épouse, une maman, une fille pour ses parents, donc elle s'en occupe, etc. Mais elle donne à l'entrepreneuriat probablement une importance un peu moindre. Donc, il y a plein de défis au Liban, mais c'est étonnant quand même de voir tellement de femmes dans la technologie. Donc, contrairement aux États-Unis ou bien en Europe, où les femmes n'optent pas pour une carrière dans la technologie, on s'est rendu compte que dans les universités du Liban, il y a plein de femmes, de jeunes femmes qui rentrent pour se spécialiser en computer science, en computer engineering, pour entrer dans le domaine de la technologie. Mais très souvent, elles sont des salariées, donc elles ne rentrent pas dans l'entrepreneuriat. OK, il y a eu beaucoup aussi, vu la guerre civile au Liban et puis après la crise économique et maintenant dernièrement la crise que j'appelle la crise de corruption qu'on a au Liban et la crise économique, un peu très particulière au Liban, on voit beaucoup de femmes qui ne trouvent pas du travail en tant que salariées, donc elles vont vers l'entrepreneurship. Donc ça, c'est le bon côté des choses, je dirais, parce qu'il y a un besoin. Il faut qu'on travaille. Donc, les femmes, elles s'orientent vers l'entrepreneurship et on a plusieurs accélérateurs au Liban qui encouragent la femme entrepreneur. Beritech, par exemple, ils ont 20 programmes qui encouragent l'entrepreneurship en général et ne différencient pas du tout entre femmes et hommes. Je vais tout de suite aborder un peu les défis des femmes. Donc, de un, je veux parler de la perception du marché d'une femme entrepreneur. La femme reste encore quelquefois, elle cherche un peu son comfort zone. Donc, elle hésite à se débarrasser de cette étiquette où elle est femme au foyer. Donc, elle a peur un peu elle a la crainte, je dirais, du changement. Donc, elle ne cherche pas à changer. Elle a une vision de soi, je dirais, qui est un peu bouleversée par la perception des autres. Donc, ceci dit, ça, c'est un défi. On est en train, en tant que WIT et en tant que femme entrepreneur très active avec les startups, d'aider les jeunes femmes à ne pas sortir de ce problème, de cette perception de soi-même. Mais aussi, la femme, elle est confrontée aussi à je dirais, une stagnation économique au Liban. On a peur d'aller vers l'entrepreneuriat. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, elles le veulent, mais elles hésitent. C'est dans 1 an, dans 2 ans, quand la situation sera meilleure. Donc, elles hésitent et elles cherchent un peu à travailler avec des revenus fixes et ne pas changer. Donc, ça, ce sont des critères probablement qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Il y a d'autres facteurs dans d'autres pays. C'est probablement très, très spécial pour le Liban. Mais aussi, on a un problème, je dirais, de difficulté d'accès au financement. Les femmes entrepreneurs, elles s'autofinancent ou bien elles cherchent les grants, donc à chercher des aides financières, mais pas vraiment à trouver les bons investisseurs pour leurs startups ou bien pour leurs idées. Donc ça, c'est un problème aussi. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais je crois qu'en Europe, on ne différencie pas trop entre hommes et femmes. Ici, on a ce petit problème d'accès au financement. Et puis, un autre problème que moi, je trouve auquel on est très confronté, c'est vraiment la mobilité.
vu la globalisation et les startups qui cherchent, le marché du Liban est très petit, donc on cherche très souvent à travailler dans la région, donc à aller en régional ou même en global. Donc, la mobilité de la femme, vu ses contraintes familiales et probablement même sociales, elle n'a pas la possibilité probablement de voyager autant qu'un homme. Donc, il faut se déplacer. On ne peut pas rester juste dans un petit cadre très petit au Liban et si on veut vraiment faire une bonne entreprise. Donc, il faut aller dans le régional. On n'a très souvent pas le support de la famille, pas le support du mari, du père, et on a aussi des exigences, une femme qui reste auprès de ses enfants, etc. Donc, en 2 mots, je peux dire qu'au Liban, la femme, il y a beaucoup de femmes highly educated, éduquées avec des diplômes et tout, mais qui ne sortent pas de leur cadre. Elles sont très fortes en communication, mais quand ça touche à créer une entreprise, probablement il faudrait leur donner un support gouvernemental qui n'existe pas, ou même un support du secteur privé ou bien de l'entourage. Voilà, en 2 mots, je peux clôturer ici un peu que la route est encore longue au Liban, on a beaucoup de choses à faire. On a bien fait jusqu'à maintenant, mais il reste beaucoup à faire, je dirais, pour les femmes et pour l'entrepreneuriat des femmes au Liban. Merci, voilà. Sabah. Merci, en 2 mots. Merci, c'était très éclairant, mais je vais vous rassurer ou vous inquiéter. Ce n'est pas quelque chose qui est typiquement oriental, c'est quelque chose qui est international et global, parce que, bon, avec des nuances qui reviennent au contexte, c'est partout la même chose, sinon on ne serait pas là. Et je crois que Nathalie n'aurait pas eu la force d'organiser tout ça. Je ne sais pas, Nathalie, si on peut poser une question avant de passer à la 3e intervention. On passera aux questions après, Soukaina. On posera les questions après. Alors, Inès, ben, elle a disparu. Oui. Inès? Non, je suis là. Bon, ben oui, parce que tu avais ton micro. Alors, Inès, moi, je te connais très bien. Je pourrais te présenter de plusieurs manières. Mais voilà, présente-toi toute seule. Voilà. Merci beaucoup. My idol, Dr. Soukaina. My idol. Alors, je suis une femme d'affaires. Tout d'abord, vraiment, je voudrais bien adresser une reconnaissance spéciale à Dr. Soukaina, vraiment, et avec beaucoup des émotions. Je vous informe que cette dame m'a vraiment, elle a influencé tout un parcours de Inès. Voilà. Inès Nasri, je viens de quitter la fonction publique. J'ai passé presque 12 ans au ministère du Commerce tunisien. J'ai travaillé entre 2 structures publiques, entre le Centre d'affaires d'intérêt public économique et la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis. Je viens de démissionner avec 2 enfants. L'âge de ma petite, déjà, elle n'a pas dépassé dans le temps, même pas 2 ans, mais vraiment le fait de fréquenter des fortes dames comme Madame Soukaina, elle m'a vraiment boosté de prendre cette décision. Je suis originaire d'un petit village, en fait, qui est frontière à la... Inès. Oui, comment? Quelle responsabilité? Tu es obligée de réussir, alors là. Surtout que je voudrais bien aussi me présenter avec mes origines. Je suis originaire d'une zone rurale, frontière à l'Algérie. Elle s'appelle Zelfen, mais la région, elle s'appelle Kasri. J'ai vécu vraiment un parcours entre parenthèses, mes excuses parce que mon niveau en français c'est pas si avancé, mais j'essaie de que l'idée vraiment sera claire. Alors, l'équité territoriale pour moi, avec mes origines, c'était vraiment le challenge. C'était vraiment un challenge énorme pour moi. J'étais très passable pendant le parcours secondaire, pendant le parcours universitaire, mais j'étais très chanceuse.
Vraiment, j'étais très chanceuse de le fait d'intégrer la société civile à un âge, vraiment à l'âge de 16 ans. En Tunisie, déjà, on a une structure qui s'appelle Cachet Femmes en Tunisie et des activités diverses hein, avec les les scouts. scouts, oui, les scouts, voilà. J'ai intégré le corps des scouts à Casserine et j'étais déjà, c'était bizarre, hein, bizarre parce que l'entourage, l'environnement rural, hein, c'est vraiment, c'est une chose d'extraordinaire. Bon, c'est pas extraordinaire dans le sens positif, mais c'est bizarre hein, qu'une fille déjà, elle se déplace et elle a beaucoup des activités. L'avantage, c'est que j'ai un père extraordinaire. Hein. Mon père, dans cet environnement passif, dans tous ces freinages, il m'a trop encouragée, quel que soit lorsque j'étais à Casserine ou même lorsque déjà mon passage à l'université. Voilà, à l'université aussi, j'avais beaucoup des actions. J'ai eu la chance de gérer un dossier très, très délicat. Et peut-être, Madame Sokaina, c'est la première fois que je vous informe de ça. C'est le dossier des étudiantes des mères célibataires. Les mères célibataires des étudiantes à l'université 7 novembre. Oui, à l'université de 7 novembre de Carthage et dans le temps, hein, parce que je ne sais pas maintenant elle s'appelle 7 novembre ou pas, mais pour moi vraiment c'était parmi les parcours que j'ai découvert Inès. J'ai découvert un autre côté de Inès, la fille agressive, mais que je trouve les mots facilement et vraiment toujours avec cette mission de l'équité territoriale, l'équité de genre, parce que beaucoup des étudiantes et beaucoup des études ont montré que les victimes des femmes, des mères célibataires parmi les étudiantes sont vraiment les étudiantes issues des zones marginalisées, des quartiers populaires et qui ont déjà l'origine des milieux conservatifs. Pour moi, c'était un grand challenge et vraiment, c'était le first step que j'ai découvert le potentiel de Inès. J'ai passé 12 ans au ministère. Après, j'ai créé en 2014 avec 5 autres femmes qui sont fonctionnaires dans le public et qui nous sommes déjà, nous avons toujours cette énergie qui dépasse la fonction publique. Je me souviens très bien que le fait de créer l'association, notre association au début, qui est pour le soutien des initiatives dans les régions, on a créé cette association vraiment parce que on a vécu du stress positif, le stress positif, que vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, et tu te trouves dans un bureau dans un bureau, hein, dans une administration publique et qu'il y a déjà des ordres et qu'il faut obéir en fait à des instructions que tu n'as pas déjà eu l'occasion de réfléchir ou de réfléchir là-dessus. Alors, j'ai quitté la fonction publique depuis 2 ans pour créer la première patente juridique, ou bien c'est mon premier projet, qui est un centre de formation continue, l'Académie Temkin pour l'ingénierie de la formation. Je crois que tu es arrivé à ton sujet là, actuel, pour lequel on t'a demandé. Ton introduction est très intéressante, très importante, parce qu'elle montre que tout le monde peut y arriver. Mais oui. Dis-nous aujourd'hui tes réussites aujourd'hui et tes obstacles aujourd'hui, s'il te plaît. Parce que tu n'as que 5 minutes maximum. D'accord, ok. Maintenant, je suis chanceuse, malgré le corona, malgré la conjoncture, malgré tout. Vraiment, je suis très, très heureuse, malgré que tout le monde qui m'entoure, déjà, ils me disent toujours, Inès, lorsque tu as quitté la fonction publique, le Covid, le contexte a changé, etc. Je suis très heureuse de gérer 2 projets. Le premier déjà projet, c'est un centre de formation continue qui est l'Académie Temkin
Temkin pour l'ingénierie de formation et de coaching. À 90%, nous travaillons avec des programmes de développement orientés autonomisation économique, intelligence collective et développement régional. La deuxième patente, c'est un accélérateur, ou bien le deuxième projet, c'est un accélérateur de vente et d'exportation collaborative. L'idée, c'est vraiment comment faire le mariage entre ma casquette de présidente du consortium associatif, parce que l'association, elle a développé pour maintenant, elle chapeaute 83 associations dans les zones les plus défavorisées en Tunisie. Et voilà, c'est le bébé de ce mariage est vraiment Temkin Africa Platform, un accélérateur d'exportation collaborative. Ça veut dire autonomiser, hein, Temkin. Oui, exactement. Ouais. Le mot Temkin, c'est empowerment or autonomisation. Voilà. Inès, pour moi, un peu synthétique, excusez-moi, parce qu'il y a encore 3 intervenantes pour la deuxième table ronde. D'accord. Alors, très, très rapidement, juste les 2 grands challenges pour moi, c'est vraiment vie de famille et entreprendre pour une femme en Tunisie. La culture, déjà, en Tunisie, vous trouvez des cultures, chaque région possède déjà une culture spécifique. Alors, prendre en considération ces différences énormes entre les territoires en Tunisie, c'est de 1. De 2, vraiment travailler sur un accompagnement personnalisé et un accompagnement qui prend en considération la spécificité des femmes dans ces territoires, c'est de 2. 3, vraiment, je rejoins dans le même avis de Dr Soukaina, c'est avoir des réseaux de proximité. En Tunisie, maintenant, il y a pas mal de réseaux. Et c'est le copier-coller, malheureusement. C'est le copier-coller. Ou une femme dans un territoire très loin qui ne maîtrise ni français, ni anglais, même pas de formuler une phrase complète, elle est timide et elle se retire. Parce que lorsqu'elle visite ou participe dans une action, elle trouve des femmes aussi avancées en tant que niveau intellectuel et autres. Alors, comment vraiment avoir des points focaux, des animateurs territoriaux dans un réseau professionnel? Voilà. Tu n'es pas timide, mais je vais te couper quand même. Oui. Parce que tu vas accepter, parce que je crois que c'est très important, très, très important ce que tu as dit. C'est pour ça que la Fondation travaille au niveau local, alors qu'on vient de loin, on vient de Barcelone, de Paris et d'ailleurs. Voilà. Donc, je crois qu'on a entendu avec énormément d'intérêt les 3 intervenants. Elles sont en même temps diversifiées et en même temps uniques. Et elles ont posé les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. J'ouvre le débat. Qui c'est qui voudrait prendre la parole? S'il vous plaît, inscrivez-vous. Soukaina, ce que je propose, c'est qu'on passe directement à la deuxième table ronde et qu'on fera toutes les… Même pas une question pour chacune. Si. Les questions-réponses, elles viendront à la fin de la deuxième table ronde pour tout le monde. Bon. Parce que là moi, je suis l'animatrice de la table ronde et Nathalie est l'animatrice de tout le sujet. Donc, voilà. La chef et la sous-chef. J'accepte Nathalie sans problème. Parce que je suis désolée, mais comme on a déjà pris pas mal de retard, je pense qu'il vaut mieux arriver déjà sur la deuxième table ronde. Et ensuite, j'engage tous les spectateurs et spectatrices à poser vos questions via la petite fonctionnalité questions-réponses. Et puis, on prendra vos questions à la fin des 2 tables rondes pour chacune des intervenantes. Alors, peut-être quand même, Nathalie, je vais demander aux personnes qui auraient voulu poser des questions à nos 3 intervenantes d'inscrire déjà. Bien sûr, c'est tout à fait le sens de ce que… Je les balancer vers les intervenantes. Merci beaucoup. Alors, on passe… Merci. Et je passe la parole à Anne Durez pour la deuxième table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous m'entendez. Désolée de vous avoir coupé, mesdames, dans votre élan. Vos interventions sont extrêmement riches et vous avez d'ailleurs déjà un peu abordé l'objet de notre seconde table ronde qui porte sur le rôle des réseaux professionnels féminins comme acteurs du changement. Donc, merci d'avoir si bien permis ce lien entre les 2 tables rondes. Donc, sans plus tarder, je vous présente très brièvement nos 3 intervenantes.
qui auront ensuite une toute petite dizaine de minutes. Pardon, mesdames les panélistes, hein, je vais vous demander de réduire un tout petit peu votre temps de parole pour ensuite laisser la place aux échanges. Donc, nous avons 3 panélistes de la région Méditerranée. La première est Amel Samoud, qui représente le réseau ATGEC en Tunisie. Amel, vous êtes haute fonctionnaire en Tunisie et vous présidez l'ATGEC qui a été créée en 2017, qui est l'Association tunisienne pour la gouvernance et l'égalité des chances dans les postes de décision. Notre deuxième intervenante est Nasma Jrondi, qui est responsable du réseau Mentor El à Rabat au Maroc. Et notre troisième intervenante est Carolina, à la mode espagnole, j'allais dire, Caroline, qui vit en Espagne depuis longtemps, Caroline Jeu, qui représente l'AMMDE, qui est l'association multisectorielle des femmes cadres et entrepreneurs, cette association ayant 35 ans d'existence. Et vous êtes également, Carolina, ancienne directrice générale de Telefónica Educación Digital en Espagne. Donc, je propose à chacune d'entre vous de prendre la parole pendant environ 8 minutes pour permettre ce temps d'échange et pour nous parler de la plus-value qu'apportent vos réseaux respectifs, professionnels féminins, sur le terrain, de manière très opérationnelle, en mettant l'accent, si vous le voulez bien, sur cette plus-value entre générations, puisqu'il est important que les jeunes femmes aient conscience de cette gouvernance partagée. Je m'adresse dans un premier temps à Amel Samoud. Anne, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Anne, excuse-moi de t'interrompre. D'une part, Asma doit nous quitter prochainement. D'accord. Et d'autre part, Amel a un problème de connexion. Donc, je propose d'inverser les deux présentations. Donc, je m'adresse dans un premier temps, merci Nathalie, à Asma. Asma, est-ce que vous pouvez nous parler, d'abord merci d'être avec nous, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du réseau Mentor L et notamment du mentoring qui est le socle des actions de ce réseau? Comment le mentoring fonctionne-t-il? Comment sont choisis les mentees? Quelle est la force de réseau auprès des jeunes femmes? Voilà, nous sommes toutes à votre écoute. Asma. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? J'ai eu un petit souci de connexion. Très bien. Vous m'entendez? Parfait, super. Bon, il y a une petite erreur de frappe sur mon prénom, c'est Nasma, mais voilà. J'ai essayé de corriger, mais ce n'est pas grave. Donc, je suis très heureuse de participer avec vous aujourd'hui. Vraiment, je remercie Nathalie de m'avoir associée à cette table ronde. Donc, Mentorel, c'est un réseau d'hommes et de femmes, parce que c'est aussi à travers les hommes qu'on pourra changer les mentalités et faire évoluer la place de la femme dans la société. Donc, c'est des hommes et des femmes bénévoles et engagés qui croient profondément en l'importance du rôle des femmes pour le développement socio-économique de notre pays. Donc, c'est une initiative qui est née en 2016 suite à un constat. En fait, c'est celui de l'absence des mécanismes d'accompagnement lors des phases critiques du parcours professionnel des femmes qui connaissent de fait des contraintes par des biais les pénalisant davantage par rapport à leurs collègues masculins. Donc, c'est ce que disaient aussi les intervenantes qui m'ont précédée, c'est que dans notre contexte, on va dire culturel, il y a beaucoup plus de barrières pour les femmes par rapport à leurs collègues hommes d'évoluer. Et donc, c'est à travers ce constat que notre association est née. Et ce réseau regroupe aujourd'hui 150 membres actifs avec une communauté d'à peu près 1000 sympathisants. Donc, ce sont des mentors, donc hommes et femmes, qui accompagnent des jeunes mentees, des jeunes femmes, dans l'accomplissement de leur aspiration professionnelle en mettant à leur disposition des outils qui leur permettent de faire leur choix de carrière et de concrétiser leurs aspirations et de réaliser leur ambition à travers un réseau solidaire. Donc, l'activité principale, c'est le mentoring. D'accord? Donc, nous mettons en relation des jeunes femmes avec leurs mentors. Nous organisons aussi
Nous organisons aussi des meet-up, donc c'est des événements de partage et d'inspiration pour recueillir les témoignages de rôles modèles sur les thématiques d'actualité ayant trait à l'empowerment féminin. Donc, nous proposons aussi des masterclass à notre communauté. Donc, ce sont des ateliers pratiques en petits groupes qui permettent de donner aux femmes donc, les outils qui les aideront à mieux gérer les situations auxquelles elles sont confrontées. Par exemple, comment gérer la charge mentale, comment oser demander, comment oser une reconversion professionnelle. Et pour la petite anecdote, comme Inès, j'ai aussi osé quitter la fonction publique récemment, puisque j'étais fonctionnaire au Conseil économique, social et environnemental au Maroc. Et il y a tout juste 2 mois, j'ai osé quitter la fonction publique pour me lancer à mon compte. Et je suis aujourd'hui consultante freelance. Et c'est vrai que dans ce contexte un peu difficile de la pandémie du Covid, l'accompagnement et le réseau et le soutien d'un réseau comme Mentorel m'a beaucoup aidé d'abord pour une meilleure connaissance de soi, c'est très important, mais aussi pour voilà, justement m'accompagner dans ces moments de doute, ces moments où on n'est plus très sûr. Et vraiment, je remercie à cette occasion mes mentors qui ont su m'accompagner, mais aussi toute la force du réseau qui m'ont accompagnée dans cette phase. Donc, voilà rapidement une petite présentation de Mentorel, de ce que nous faisons, toujours en phase avec nos valeurs qui sont la bienveillance, l'engagement et le partage. Donc, pour revenir à la thématique de la table ronde qui nous réunit aujourd'hui, donc par rapport au rôle des réseaux féminins dans la promotion de la diversité de manière générale. Donc en fait aujourd'hui ces rôles, ces réseaux féminins, c'est aussi un centre de solidarité, un espace de partage d'un vécu commun. Donc les jeunes femmes se retrouvent et se sentent, on va dire, partager les mêmes contraintes, les mêmes problématiques. Et dans ce cadre, elles peuvent aussi s'exprimer librement. Donc, la parole est libérée à travers ces réseaux. Et c'est aussi important de conscientiser, déjà de se mettre d'accord tous ensemble qu'on partage un vécu commun. Et on a une définition commune de quelle est la place de la femme dans notre société et comment ensemble on peut œuvrer pour faire évoluer cette place. Donc déjà, le fait de le conscientiser, de se mettre d'accord tous ensemble, déjà c'est un acquis. Ensuite, ces réseaux permettent le partage de bonnes pratiques. Comme disait Nathalie en introduction à la rencontre d'aujourd'hui, c'est en mettant ensemble nos expériences communes, que ce soit dans le secteur privé, le secteur public, la société civile, etc., ça nous permet justement d'échanger et de dupliquer des choses qui ont marché ailleurs et de pouvoir les dupliquer et justement les mettre en pratique, etc. Ensuite, ces réseaux permettent de décomplexer le networking. En fait, les hommes ont l'habitude de se rencontrer dans les cafés. Nous, les jeunes femmes, on ne va pas beaucoup au café. Enfin, ça dépend des cultures et ça dépend des milieux, mais ils vont, je ne sais pas moi, regarder un match de foot dans le café du coin. Pendant que les femmes en général sont à la maison à s'occuper des enfants et à s'occuper des tâches ménagères. Et donc, les hommes ont des occasions de networker, de se rencontrer dans les cafés, dans les espaces qui sont, on va dire, plus pour les hommes. Et les femmes n'avaient pas cette occasion d'échanger, de networker. Donc, les réseaux féminins leur donnent cette possibilité d'échanger et de networker. Et ça, c'est vraiment une grande valeur ajoutée pour les femmes parce que du coup, elles se retrouvent dans un milieu qui est sain, qui est bienveillant, qui est à l'écoute et ça leur donne justement aussi des opportunités
opportunités de collaboration, même de lancement d'entreprise. Voilà, enfin, moi, je sais et que… Nasma, pardon de vous Oui. interrompre. Avant de passer la parole à la deuxième intervenante, comment voyez-vous le changement de culture des hommes qui sont mentors au sein de Mentor L? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement de culture? Tout à fait, tout à fait. Justement, déjà, le fait de les avoir intégrés avec nous dans le processus depuis le début, ils sont vraiment partie prenante de l'initiative. Déjà parce que au sein de Mentorel, nous sommes convaincus que c'est à travers la diversité, c'est-à-dire l'engagement des hommes et des femmes qu'on pourra faire changer les mentalités. Le fait de les associer avec nous dans le processus au départ, ça les fait adhérer et puis se rendre compte justement de l'apport que peuvent avoir ces femmes. Je ne vais pas revenir sur les chiffres des études qui sont vraiment connues et reconnues que en fait, l'implication des femmes est un vecteur de performance pour les entreprises. Aussi dans les conseils d'administration, plusieurs études sont revenues sur justement que plus on arrive à la diversité des gens dans les boards, dans les conseils d'administration, c'est un vecteur de performance. Donc, à partir du moment qu'ils se rendent compte justement de la valeur ajoutée, de la diversité hommes-femmes, mais pas uniquement de la diversité genre, même de la diversité culturelle, de la diversité ethnique. Enfin, je vais aller au-delà. Que finalement, c'est un vecteur de performance et de compétitivité. Et les hommes mentors dans Mentorel en sont tout à fait conscients. D'ailleurs, certains ont recruté des jeunes mentees dans leur entreprise. Alors, on a les mentors qui ont recruté leurs mentees, on a les mentors qui ont débauché et incité leurs mentees à créer leurs propres entreprises. Donc, vraiment, on a une implication très importante des hommes qui nous accompagnent et on est vraiment très contents. Aussi, le fait que ces hommes-là soient eux-mêmes dans des postes de responsabilité, ils ont permis de diffuser ces bonnes pratiques au sein de leurs propres entreprises, dans leur board respectif, dans leur conseil d'administration, mais aussi dans le secteur public. Donc vraiment, on est très, 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 on va dire pour nous, c'est très important que les hommes aussi participent à ces réseaux féminins. Et on est conscient du fait que plus on les implique avec nous, plus on va faire changer les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est eux qui sont au pouvoir. Nasma, merci pour votre témoignage. Merci. Et désolée de vous couper, nous sommes prises par le temps. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'expression d'un formidable réseau que nous composons et qui est en train de naître aussi et de se développer. Donc, merci Nasma pour votre témoignage. Merci à vous. Puis Amel nous a rejoint. Amel, vous nous entendez? Formidable. Je crois que vous nous entendez, Amel. Oui, parfaitement. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Amel, merci d'être avec nous. Donc, vous présidez l'ATGEC, qui est l'Association tunisienne pour la gouvernance et l'égalité des chances dans les postes de décision. C'est la première association qui agit pour la promotion des femmes fonctionnaires à l'échelle des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, est-ce qu'Amel, vous pouvez partager avec nous l'objectif de ce réseau et quelques-unes de ses réalisations sur le plan opérationnel? Vous avez 7-8 minutes. D'accord. Chères participantes, je ne sais pas s'il y a des hommes, chers participants, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du Festival d'engagement citoyen en faveur de l'égalité femmes-hommes, qui a pour objectif de stimuler le partenariat intergénérationnel et multipartite en faveur d'actions concrètes et rapides pour l'égalité, notamment en encourageant le rôle de la société civile. En effet, l'Association tunisienne de la gouvernance, d'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les postes de décision, l'ATG, que je préside, est très honorée de rejoindre à faire part de l'initiative Gender and Governance Action Platform, afin de fédérer des efforts avec ceux des autres réseaux professionnels féminins et de contribuer ainsi à avancer plus rapidement vers l'égalité effective et inclusive des femmes. En Tunisie, comme d'ailleurs dans plusieurs pays du monde, les lois et les pratiques discriminatoires entravent
la pleine participation des femmes, notamment dans la décision politique, au même titre que les inégalités d'accès à l'éducation, les inégalités de revenus et le temps consacré à la famille ou aux enfants. Alors que les femmes tunisiennes ont atteint un niveau important d'éducation, de développement personnel et professionnel, leurs chances et leurs opportunités pour leur participation au changement et au développement de la société ne sont pas évidentes et le chemin est vraiment difficile. La présence des femmes aux postes de décision est encore faible. Je cite quelques nombres, 37% des femmes fonctionnaires en Tunisie. Les femmes fonctionnaires qui représentent que 35,8% des femmes nommées à un poste de décision, alors que ce chiffre atteint 64, je dis bien plus que 64% chez les fonctionnaires de sexe masculin. D'où il est important de faire reconnaître les droits de la femme tunisienne, et en particulier la femme fonctionnaire, valoriser son rôle politique, social, économique et faciliter son accès aux postes de décision. Vecteur clé pour initier les changements vers une société d'égalité inclusive. Notre défi est que plus jamais les droits des femmes fonctionnaires ne soient spoliés et pour l'égalité avec les hommes soit effective. Et pour que l'accès aux postes de décision soit ouvert aux femmes comme aux hommes, en fonction de leur mérite, leurs compétences, et sans exclusion ni ségrégation entre les deux sexes. C'est dans ce cadre qu'en juin 2017, notre association, la TGEC, a été créée en vue de rassembler beaucoup de nombre de femmes fonctionnaires dans différents départements. Elle a été parrainée par le réseau régional Mixité et Gouvernance autour de la Méditerranée, regroupant des femmes dans la haute fonction publique. Ce réseau, il est présidé par Madame Agnès Arcier. Notre association ici a été parrainée par le réseau Administration Moderne, présidé par notre chère Madame Nathalie Pils. Notre association vise à promouvoir aussi bien la position, l'accès aux postes de décision que le rôle des femmes en valorisant leur potentiel et leurs engagements. S'engager pour que la femme soit le présent et le futur de la patrie, ainsi que constituer une force de réflexion et de proposition qui soit en mesure d'influencer les politiques publiques. Notre association dispose également d'un potentiel de développement significatif compte tenu de l'importance, de l'impact de la mixité sur les décisions politiques. Convaincus de leur valeur ajoutée de l'égalité et d'accès à la pleine participation aux structures du pouvoir et de la prise de décision, notre association s'est donnée comme objectif aussi de constituer pour le gouvernement un vivier de candidatures féminines expérimentées pouvant jouer un rôle utile à la mise en place d'une bonne gouvernance des politiques publiques et à incorporer un regard mixte dans les préparations des grandes initiatives publiques. Ceci sans oublier de participer aux efforts visant l'éradication des stéréotypes dans la société. Amel, je vous interromps, pardonnez-moi Amel, vous parlez du vivier de femmes, c'est très intéressant. Comment fonctionne-t-il? Est-ce que vous avez convaincu les pouvoirs publics et les hommes qui sont à la direction d'un certain nombre de ministères d'accueillir en leur sein des femmes compétentes dans votre vivier, forcément compétentes? Oui, à chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel à Tunis, toujours le problème de un petit nombre de femmes qui sont dans le nouveau gouvernement. Et ce que disent le Premier ministre, toujours il dit on n'a pas de femmes, on n'a pas trouvé de femmes. C'est pour cela qu'on a constitué cette organisation, cette association, pour ne plus dire qu'on n'a pas de femmes. Notre organisation, elle regroupe beaucoup de hauts cadres femmes dans diverses administrations tunisiennes. Et ces femmes-là, elles sont compétentes. Et même, on organise des sessions de formation en soft skills
en communication, en mentoring, en prise de parole en public, gestion de crise telle que la crise qu'a connue toute l'humanité, Covid-19. Donc, comment la femme elle va faire face à ce… Par exemple, dans les médias tunisiens, avant, on ne voit que la femme objet, généralement. C'est quelquefois qu'on voit, par exemple, Madame Soukaina Bouraoui ou des femmes qui parlent, qui sont sérieuses. Généralement, c'est la femme objet qui est peintre, poète, je ne sais quoi, elle se fait belle, voilà. Donc, on a voulu… Le Covid, l'autre revers de la médaille, il a montré des femmes scientifiques qui parlent, qui savent parler, c'est des femmes vraiment de compétences, qui doivent avoir leur place dans cette société. Avant, on ne les voyait pas, avant le Covid, malheureusement. Du coup, notre réseau, c'est pour ne plus dire qu'on n'a pas ces femmes. En fait, on est en train d'exécuter un programme avec Femnet, c'est un réseau panafricain de développement et de communication. C'est l'objectif de ce programme, c'est de former ces femmes dans divers domaines, de les donner les compétences requises pour qu'elles se présentent lors des élections, pour qu'elle n'a pas peur de prendre la parole en public, pour qu'elle ait ses droits, surtout et sa place dans la fonction publique. Encore en Tunisie, la femme, malgré les lois, malgré tout ce qu'on a, un code de statut personnel très, très avancé, on a la loi intégrale contre la violence à l'égard des femmes, dont l'association elle est membre dans le conseil scientifique. On a le conseil des pairs, on est membre aussi dans ce conseil. Malgré toutes ces législations, malgré tout ce qu'il y a une très grande différence entre la loi, qui est égale comme l'homme, comme la femme, égaux, mais la pratique, c'est autre chose. Surtout, la femme souffre dans l'administration. La femme, elle ne demande qu'avoir sa place, qu'elle soit nommée dans les conseils d'administration, qu'elle soit présente, qu'on l'appelle. Moi, par exemple, je dis un petit exemple. Une fois, on a eu un problème dans notre ministère. On allait un rapport pour… c'était le budget économique. Donc, il a fallu faire vite. Et je suis restée à attendre le ministre. Il est venu du conseil des ministres. Il a demandé au cadre de rester, de l'attendre pour une réunion très… Alors, j'étais au début avec une autre femme, directrice générale, la chef de cabinet, et puis j'étais toute seule avec tous ces hommes-là. Alors, le ministre lui-même, il m'a regardée, il m'a dit « Madame, excusez-nous, vous n'avez pas de choses, vous n'avez pas des enfants à aller les chercher, vous n'avez pas d'autres engagements familiaux ?» Je lui dis « Mais vous avez demandé de vous attendre, il y a une urgence de travail. » Ça, j'ai réglé mes problèmes familiaux et je suis présente. Donc, ils te stigmatisent. Les missions, à quelle heure ils sont lorsqu'il y a une mission? C'est des heures tardives. Lorsque le ministre il vient des autres réunions, tout ça. Donc, voilà, les missions, c'est généralement les hommes qui sont présents. Nous, les femmes, à part que nous avons beaucoup d'engagements familiaux, lorsqu'on sort du ministère, on va directement dans nos maisons et on a plein de choses qui nous attendent. Mais les hommes, généralement, ils veillent dans le ministère, ils se retrouvent dans des cafés. S'il y a des problèmes quotidiens dans leur ministère, voilà, ils règlent leurs problèmes autour d'une chicha ou de fumer leurs cigarettes. Ce n'est pas le cas des femmes. Il y a beaucoup, par exemple, de jalousie qu'on n'arrive pas à dissoudre ce petit problème parce que là, on travaille, puis on va à la maison, on travaille. C'est-à-dire, la femme, elle est superwoman et à la maison, elle n'est pas vraiment satisfaite de ce qu'elle fait, au travail aussi. Du coup, il n'y a pas de partage vraiment des tâches. C'est pour cela, l'un des objectifs de notre association, c'est de revoir le partage des tâches entre femmes et hommes pour que la femme ait plus de temps pour son travail, pour elle-même,
pour l'accomplissement de soi-même. Et c'est pour cela qu'on a dupliqué l'administration moderne en France, en Tunisie. C'est-à-dire, j'ai vraiment aimé ce que font les pays qui sont déjà développés dans le domaine de l'émancipation de la femme, des droits des femmes. Et ça a commencé timidement, mais maintenant on est une force. Sincèrement, ils ont peur de nos actions, de nos communiqués brûlants. L'autre fois, on a adressé un communiqué… Amel, pardon, je suis désolée, je vais devoir vous couper. Amel, je suis vraiment désolée. On aimerait toutes vous entendre davantage, mais on va laisser un petit temps d'échange. Et je me tourne maintenant, pardon Amel, de vous avoir coupé dans votre élan. C'est pas grave. Carolina Jeu, on remonte un tout petit peu la région Méditerranée vers l'Espagne. Et Carolina, vous allez partager avec nous votre expérience de femme dirigeante d'entreprise qui a dû côtoyer des réseaux professionnels féminins. Et vous allez nous expliquer, Carolina, pourquoi vous avez rejoint l'AMMD, aux côtés notamment de Joël C., qui s'occupe de la relation internationale, et ce que vous apportez à ce réseau. Je me permets juste d'intervenir un petit peu avant, excusez-moi. Nous sommes ensemble au maximum jusqu'à 14h15. Voilà, donc il faut vraiment qu'on soit sûr de clore à 14h15. Ben moi, l'avantage ou le désavantage d'être la dernière, c'est que la plupart des choses ont déjà été dites, donc je vais prendre exactement 5 minutes, je promets. Et donc, s'il y a quelque chose que je voudrais insister, justement, moi, je n'avais jamais participé à des réseaux professionnels jusqu'à maintenant. J'ai fait une carrière dans le monde exécutif, donc dans Téléfonica, etc. Et une des choses que justement a dit Nazma et dans lequel je suis vraiment d'accord, et si je peux faire une recommandation aux femmes qui écoutent cette table ronde, c'est qu'il faut dédiquer du temps à son network. En général, les femmes qui avons des carrières professionnelles, qui avons des familles, etc., pendant qu'on est dans notre travail, on dédique 120% de notre temps au projet, au travail, à se concentrer, à faire bien nos choses et après s'occuper de la famille, essayer d'être une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne fille, etc. Et c'est très, très important de s'occuper de ces réseaux, de connaître d'autres personnes dans ton secteur et dans d'autres secteurs, des femmes de différentes générations aussi qui peuvent t'aider. C'est très, très important de le faire tout au long de ta vie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas fait. Et donc, pourquoi est-ce que c'est utile? Justement parce que tout au long après moi qui viens du monde justement de l'éducation digitale, un des rapports qui m'avait beaucoup impressionné, c'est que on disait que dans les personnes qui vont sortir maintenant de l'université vont devoir se réinventer 7 fois tout au long de leur carrière professionnelle. Ça veut dire que tu crois que tu commences dans un secteur, dans une type d'activité, mais il va falloir te réinventer. Donc, plus tu auras de contacts de personnes que tu connais de différents secteurs, de différents types de travail, ça va être très utile dans ton développement professionnel. Donc, vraiment, s'il vous plaît, prenez-le en compte lorsque vous travaillez. Donc, moi, je suis rentrée dans AMD il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps. C'est une association qui a 35 ans, mais qui en réalité est en phase de réinvention actuellement. Donc, elle est justement focus sur les femmes, cadres, multisectoriales, parce que c'est merveilleux de connaître les gens de ton propre secteur, mais c'est très, très enrichissant aussi de connaître des personnes de secteurs différents avec d'autres expériences qui peuvent t'enrichir. Et donc, qui est organisée sur 3 groupes. D'un côté, les millénials, justement ce que vous disiez sur le côté intergénérationnel. Ça, je crois que c'est très, très intéressant. Ça nous enrichit dans tous les sens parce que les femmes de 50 ans comme moi, par exemple, qui nous sentons avec une certaine pudeur au niveau de se présenter dans les réseaux, on a beaucoup à apprendre des jeunes millénials qui n'ont aucun problème à raconter leurs expériences sur LinkedIn, par exemple, ou sur Instagram, etc. De ce côté-là, moi, personnellement, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. Et eux, par contre, elles ont probablement aussi pas mal à apprendre. Elles peuvent apprendre pas mal de notre expérience dans les comités de direction, dans les conseils d'administration, etc. Donc, pouvoir créer ces relations qui ne sont pas formelles simplement dans l'entreprise, sinon qui sont dans un côté plus
plus ludique, moins purement professionnel, je crois que ça peut être intéressant. Donc, d'un côté, les millénales, d'un autre côté, les femmes qui sont déjà dans leur cadre, dans leur carrière professionnelle, et aussi la partie conseil d'administration, parce que nous, en Espagne, c'est vrai qu'au niveau des lois, on est assez favorisés. Ils sont en train de vraiment essayer de pousser ce type de donner des quotas, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a un certain cercle vicieux qui existe, qui est celui de on veut des femmes qui aient des expériences dans les conseils d'administration, mais il n'y en a pas, donc on n'en trouve pas. Donc c'est toujours, il y en a quelques-unes qui sont très, très bien positionnées, mais il y a beaucoup plus de femmes en réalité avec des expériences très, très intéressantes qui pourraient apporter leur expérience dans les conseils d'administration, et personne ne les connaît. Donc dans AMD, ce qu'on a fait, c'est l'avantage, je crois, c'est qu'on a un point de vue très, très pragmatique. C'est la présidente Irene Navarro a décidé d'avoir un modèle très pragmatique, d'incorporer des femmes qui sont dans le monde professionnel, aussi bien privé que public, dans tous les différents secteurs, et premièrement, leur donner beaucoup de visibilité. Parce qu'en général, les femmes, on ne peut pas généraliser, mais la plupart des femmes, on est centré sur le travail, sur le focus, mais pas sur l'image personnelle. Et il faut se donner dans ce monde où l'image est tellement importante, je crois que c'est important de les aider à leur donner de la visibilité. Donc, à travers de prix, à travers leur donner de la visibilité dans les journaux, etc., les médias, c'est un des rôles qu'on veut les aider à faire à travers de AMD. Deuxièmement, on est en train de faire un map complet sectorial, régional, de toutes les femmes qui ont vraiment du pouvoir en Espagne, même si personne ne le sait. Donc, pour pouvoir et gérer les relations avec les headhunters, parce que comme disait la personne qui parlait juste avant moi, c'est vrai qu'il y a plein de femmes parfaitement capables d'occuper les rôles, mais elles n'ont pas pris le temps de se faire connaître. Donc, nous, on veut vraiment les aider dans ce travail, ayant nous cette relation avec tous les headhunters qui sont à la recherche justement de femmes en ce moment. On donne de la formation aussi, mais une formation spécifique justement pour développer les différentes compétences qu'ont parlé les panélistes antérieurs, qui est donner plus d'assurance, plus de leadership, plus de savoir s'imposer, qui sont souvent des caractéristiques qui peuvent manquer à pas mal de femmes. Et puis voilà, je me tais et je laisse la place suivante. Merci beaucoup, Carolina, d'avoir été extrêmement pragmatique. Nathalie? Oui, merci à toutes. Alors, je vous propose de passer aux questions et aux réponses. Déjà, les unes et les autres, est-ce que vous avez des questions à poser aux autres panélistes ou des points de précision à apporter ou à demander? Si vous permettez, Nathalie. Madame Latif, allez-y. Oui, justement, je voulais juste poser une question aux différents panélistes. Quelles sont les difficultés à rester en contact avec les membres entre eux dans le réseau? Comment pérenniser ce réseau? C'est ça notre difficulté, nous. On a travaillé sur ça, mais c'était, pour moi, en tant que coordinatrice, extrêmement difficile de garder tout le monde autour de le même objectif, etc. Donc, j'avais toujours cette difficulté, mais j'ai réussi le pari, mais à quel prix? Je voudrais juste partager avec vous et que les autres panélistes partagent avec nous leurs difficultés à gérer le réseau, quoi. Merci beaucoup. Qui est-ce qui aurait une suggestion? Comment faites-vous? Quelle est votre expérience pour fidéliser dans la durée la participation à vos réseaux? Carolina ou Asma, oui, ou Saba, Nathalie? oui. Oui, juste une petite expérience dans ce domaine, parce que nous, en tant que 12 femmes fondatrices d'une organisation très avancée, je dirais, en termes de technologie, on avait ce souci, en fait, parce qu'on était 12 femmes à peu près avec la même expérience, même âge. Et puis à un certain moment, on était tous en train de travailler, donc c'était beaucoup de travail, donc on n'avait pas beaucoup de temps pour dédier à l'organisation en elle-même. Je crois ce qu'on a fait à un certain moment, c'est qu'on cherchait les plus jeunes, parce qu'on faisait un peu, je dirais, un roulement.
Donc, il fallait intégrer beaucoup de jeunes pour garder un peu l'élan. Parce que nous, en tant que femmes fondatrices, à un certain moment, on était submergées parce qu'on tenait les contacts, on tenait les activités, et on avait notre travail et notre famille. Donc, je crois qu'il faut diversifier dans les membres et toujours regarder un élément jeune, parce que les jeunes, ils ne sont pas mariés, ils sont à l'université quelquefois, ils travaillent, mais ils n'ont pas d'autres obligations. Donc, d'attirer un peu les talents et les jeunes femmes qui sont plus jeunes, parce qu'à un certain moment, on avait des comités qui travaillaient beaucoup plus que nous à un certain moment. Voilà, juste une petite intervention, peut-être ça peut aider un peu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Amel, oui? Il faut brancher. Voilà. Oui, pour nous aussi, comme vient de le dire, le bureau fondateur, on était des femmes au cadre. Qui dit au cadre, elle est engagée corps et âme avec son ministère. Du coup, elles sont très prises, elles n'ont pas le temps. Et du coup, on a dû engager des jeunes filles. On les a encouragées, même par exemple pour le ICPD, on les a envoyées pour présenter l'association dans une manifestation internationale qui s'est déroulée à Nairobi, grâce à un petit projet, bien sûr. Tout est, comme l'a dit Latif, si on a les finances pour faire les formations, du coup, vous trouvez des gens, le chef de projet, les gens qui travaillent, moyennant de l'argent. Mais le bureau exécutif, on ne peut pas être tout le temps, parce qu'on a nos engagements. Voilà, il faut recruter des gens pour pérenniser les réseaux. Voilà, merci. Et si je peux me permettre justement une observation sur ce point, l'expérience que j'ai, moi, des réseaux professionnels féminins, c'est précisément, d'une part, le fait qu'on se repose aussi sur ces jeunes pour la pérennisation de l'action, mais on a aussi une activité transgénérationnelle, c'est-à-dire que les femmes qui sont dans des situations de décision, qui sont déjà installées, elles mentorent ces jeunes. Donc en fait, ces réseaux professionnels, d'une part, effectivement, ils poursuivent leur action grâce à cette disponibilité des jeunes femmes, mais ce n'est pas simplement de la disponibilité qu'on leur demande, c'est aussi ce qu'on leur apporte beaucoup. C'est vraiment cet accompagnement, le fait qu'on les rende plus conscientes d'un certain nombre d'obstacles, de difficultés plus jeunes, alors que nous, on a découvert ça au fur et à mesure de notre parcours professionnel. Et je crois que c'est vraiment la clé d'avoir plusieurs générations à l'intérieur de ces réseaux professionnels. Je peux intervenir, Nathalie? Oui, Soukaina. Moi, je crois qu'il ne faut pas être naïf. Il n'y a que l'intérêt commun qui fait perdurer un réseau. Et l'intérêt commun, c'est deux choses. C'est premièrement des finances, minimum, parce que d'abord, les jeunes ne restent pas jeunes tout le temps. Et les jeunes, justement, dès qu'ils trouvent quelque chose de mieux, ils y vont. Il ne faut pas rêver. Sauf si on a un intérêt commun. Par exemple, les scouts, c'est une autre organisation, mais ce n'est pas des jeunes parce qu'ils sont entrepreneurs ou parce qu'ils sont avocats qui vont se mettre ensemble. Parce que tous ces jeunes professionnels sont déjà dans des structures professionnelles. Bon. Donc, il y a aussi l'intérêt commun et surtout avoir un leader. C'est-à-dire un leader qui se sacrifie, qui donne de son temps. C'est-à-dire Latifa, je crois qu'elle est capable d'être le leader qui passe 15 heures par jour à travailler là-dessus pour remuer les autres. Et si on n'a pas cette générosité, ce don de soi qui fait qu'il y a une âme qui va faire bouger les choses avec très peu d'argent, mais il en faut quand même un petit peu, je crois qu'il ne faut pas rêver. Donc, il faut trouver des personnes qui ont assez de générosité, de disponibilité et quand même d'émulation pour passer beaucoup de temps à organiser les choses. Et il faut un intérêt commun, c'est-à-dire il faut que ce soit win-win. Ce n'est pas des plus vieilles qui vont donner du conseil. J'ai tout essayé, hein, ça fait 40 ans que j'y suis. Alors, les anciennes conseillères, soi-disant pour les plus jeunes, elles te font ça 3 fois, 4 fois, et après, elles ne peuvent pas le faire. Les jeunes, elles vont le faire tant qu'elles sont en doctorat. Alors, si elles sont en doctorat sur un sujet de leur thèse, bien sûr qu'elles vont t'aider tant qu'elles ont leur thèse. Donc, il ne faut quand même pas être naïf.
Et il faut se dire qu'il faut absolument qu'il y ait un leader rassembleur. Voilà. Il faut vraiment… Si Nathalie, tu es le leader généreux qui donne sans penser à toi 10 heures par jour, tu réussiras à faire le meilleur réseau du monde. Avec un peu d'argent quand même, qu'on essaiera de te débrouiller. Mais ça ne sera pas comme ça facilement, parce que les réseaux qui ont vécu 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout de 20 ans, ils n'y sont plus. Au bout de 5 ans, ils n'y sont plus. Et c'est normal. Hein. Moi, je dis 5 ans, c'est déjà extraordinaire. Si on a des objectifs concrets, précis, vraiment modestes, on peut, en 3 ans, obtenir 3 ou 4 très bons résultats. Et je crois que rien qu'avec les gens qui sont autour de la table aujourd'hui, on pourrait avoir 1, 2 activités pour l'année prochaine et à la même date, refaire le même webinaire en se disant, voilà ce qu'on a fait ensemble. Excellent, Soukaina. Nous avons notre leader en la personne de Nathalie au sein de TOGAP. Oui, c'est un leadership partagé, j'allais dire. Oui, mais écoutez, en tout cas, moi, je vous propose que ce soit le mot de la fin parce que je vois qu'il est 14h14 et notre webinaire est programmé jusqu'à 14h15. Et donc, merci pour ce mot de la fin, Soukaina. Je voudrais vraiment remercier toutes les intervenantes qui ont vraiment proposé des réflexions très, très riches. Et nous pouvons absolument nous retrouver dans un an, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui où on lance cette plateforme méditerranéenne des réseaux professionnels féminins du secteur et du public et du secteur privé en Méditerranée. Et effectivement, on peut se retrouver en format opérationnel de travail pour voir ce sur quoi on peut avancer ensemble et puis échanger nos pratiques et avoir des… Avec la fondation, Nathalie. Absolument, et avoir, j'allais y venir, et avoir des objectifs communs, et bien entendu, en lien avec la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée, qui a elle-même un objectif beaucoup plus large que nos réseaux professionnels, puisqu'elle abrite elle-même des réseaux professionnels féminins, notamment, et pas seulement, puisqu'il y a aussi tous les réseaux de la société civile féministe méditerranéenne. Donc, je vous remercie encore toutes et tous, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des hommes qui nous suivaient. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le lancement de TOGAP au niveau mondial lors du Forum Génération Égalité. Et au nom de la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée, Soukaina, est-ce que tu veux dire un petit mot? Il faut d'abord que tu branches ton micro. Moi, je veux bien dire même un très grand mot. Merci à toutes. J'espère qu'on va se retrouver très vite. Ça sera la preuve qu'il a une chance de survie. Merci beaucoup. Avec quelque chose de très concret. Et je voudrais insister sur le rôle de la société civile, parce que c'est grâce à elle que les politiques bougent. Merci beaucoup. Merci Soukaina. Merci vraiment à toutes. Merci à Anne d'avoir modéré la deuxième table ronde. Et puis, je vous propose de retrouver le lien de ce webinaire sur le site de TOGAP et qui sera aussi sur le site de la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci.